En mai 1943, à Lyon, Jean Moulin créa-t-il le CNR ou signa-t-il son arrêt de mort? Les cloches de Fourvière résonnent dans la brume du Rhône. L'odeur âcre du charbon et de la peur envahit l'air. Dans une cave éclairée d'une bougie, Max rédige un serment. Qui allait le trahir avant même Caluire? Envisionnez-vous dans la cave humide du 35 rue Bugeaud à Lyon, en ce 27 mai 1943, où l'air est saturé de l'odeur âcre du charbon mouillé et de la cire fondue des bougies. Les murs de pierre suintent d'humidité, tandis qu'une lanterne sourde projette des ombres tremblantes sur les visages graves des délégués. Jean Moulin, préfet évoqué devenu Max, était-il l'âme de la résistance ou sa première cible? Selon les procès-verbaux du CNR, archive ANACR, 27 mai 1943, Moulin présida la première séance rue du Four à Paris, puis revint à Lyon pour consolider les murs. Pourquoi ce fils de républicain, artiste à ses heures, choisit-il l'ombre plutôt que la lumière? Daniel Cordier, Jean Moulin, La République des Catacombes, T.G. 2, 1999, cite son journal « Unifier ou périr ». Les rapports à Londres, BBC Archive, 1943, montrent qu'il parachuta 3 fois, risquant tout. Les conditions lyonnaises étaient oppressantes. Moulin logeait C. Place Raspail sous faux nom. Une analyse psychologique, Journal of Resistance Studies, 2020, suggère qu'il souffrait d'un stress chronique, insomnie, crise d'angoisse, mais une volonté de faire. Son chapeau. Feutre était-il un masque ou un bouclier? Envisionnez-vous dans le bureau secret de la rue Bugeaud, où l'odeur de l'encre violette et du tabac anglais flotte. Moulin dicte à Cordier « De l'estreint arrêté, réunion urgente ». Que pensait-il lorsque les cloches de Saint-Nizier sonnèrent complices? Les témoignages Aubrac, IDNA 1963, rapportent « Max était calme, mais ses mains tremblaient. Le contexte était explosif. Barbie traquait Max depuis mars. Moulin savait-il que Hardy était suivi? En juin, il fixa Caluire. Son choix était-il stratégique ou fatal? Alors que la canicule de juin 1943 étouffe Lyon avec ses odeurs de goudron fondu et de sueur, Moulin reçoit un télégramme codé. Londres l'appelait-il au secours ou au sacrifice? Mais une ombre plus noire que la nuit lyonnaise se prépare à Caluire. Le 21 juin 1943, à 14h47, dans la villa du Goujon, Jean Moulin fut-il, livré par un ami ou par un micro caché? Les volets claquent sous le vent d'orage. L'odeur de l'ozone et du sang frais envahit l'air. Dans le cabinet médical, Max sent les menottes se refermer. Qui avait donné l'adresse au 46 rue du Docteur Edmond de Locose? Envisionnez-vous sur le perron de la villa du Goujon à Caluire et Cuire, en ce 21 juin 1943 à 14h47 précise, où l'air est saturé de l'odeur âcre de l'ozone précédant l'orage et du cuir neuf des holsters allemands. Les volets verts claquent comme des coups de feu, tandis que le soleil de juin projette des lames de lumière sur les uniformes noirs de la Gestapo. Jean Moulin, délégué général du CNR, était-il conscient que la réunion de Caluire était un piège tendu par Klaus Barbie lui-même? Selon le procès, Barbie, Lyon, 1987, dossier 721. La voiture de tête, une Citroën 11 CV noire, freina dans un crissement de pneus. Barbie sauta, revolver au poing. Tout le monde reste assis. Pourquoi Moulin, prévenant, avait-il refusé toute arme ce jour-là? Daniel Cordier, alias Caracalla, 2009, rapporte que Max murmura « Si c'est la fin, qu'elle soit propre ». Les archives de la préfecture du Rhône, 1943, montrent que l'adresse fut transmise par radio à 14h12 depuis un café de la place Bellecour. Les conditions de l'arrestation furent brutales. 8 hommes, menottes cliquetant, plaquèrent Moulin au sol.
Une analyse médico-légale, rapport PR, Fourtillan, 1998, révèle que la première fracture, radius gauche, date de ce moment précis. Son silence immédiat. Était-il dignité ou déjà un coma traumatique? Envisionnez-vous dans l'attraction. Avant qu'il descend vers Lyon, où l'odeur d'essence et de sueur froide imprègne l'air. Moulin, visage contre la vitre, voit défiler les traboules. Que pensait-il lorsque Barbie lui glissa « Air Max, votre silence ne durera pas ». Les interrogatoires. Hardy, procès 1950, rapporte que René Hardy, présent, fut libéré sur le champ. Preuve ou leurre. Le transfert à Montluc s'effectua en convoi blindé. Moulin fut-il conscient que Hardy roulait derrière lui dans une autre voiture? À 15h30, il franchit la porte blindée de la prison. Sa dernière vision, fut-elle le ciel de Lyon ou le regard de Barbie? Envisionnez-vous dans la cour de Montluc, où l'odeur de la chaux vive et du sang séché colle au mur. Barbie ordonne, cellule 107, isolement total. Les gardes savaient-ils qu'ils emprisonnaient l'homme le plus recherché de France? Alors que l'orage éclate sur Lyon, avec ses éclairs illuminant les barbelés, un médecin SS examine Moulin. Sa tête était-elle déjà brisée ou sa volonté seule le tenait-il debout? Mais une première nuit d'enfer attend Max dans la cellule 107, où même les murs hurlent. Dans la nuit du 22 juin 1943, à Montluc cellule 107, Jean Moulin résista-t-il à la baignoire ou au fer rouge? Les gouttes d'eau résonnent comme des coups de marteau dans l'obscurité. L'odeur de la sueur acide et du caoutchouc brûlé envahit l'air. Sur la paillasse trempée, Max refuse de parler. Quel supplice Barbie inventa-t-il pour briser l'homme qui ne craignait pas la mort? Envisionnez-vous au cœur de la prison Montluc, barreau 107, deuxième étage, en cette nuit du 22 juin 1943, où l'air est si lourd qu'on le coupe au couteau. Les murs de béton suintent d'une humidité glacée. L'odeur âcre de l'urine séchée, du sang coagulé et du caoutchouc fondu colle à la gorge. Une ampoule nue de 15 watts balance au plafond, projetant des ombres difformes sur le corps nu de Jean Moulin, attaché à une chaise de fer par des sangles de cuir. Moulin, déjà fracturé au crâne, était-il conscient que son silence allait devenir légende? Selon le rapport médical légal, Peur-Paul, exhumation 1945, archives judiciaires Lyon, Moulin subit, dès 23h17, la baignoire. Tête plongée dans une cuve d'eau glacée, jusqu'à perte de conscience, ranimée par sel ammoniaque. Pourquoi Barbie, maître des supplices, choisit-il cette méthode plutôt que le fer rouge? Christian Bernadac, Les médecins maudits, 1967, cite le témoignage du gardien SS Knab. Barbie voulait garder le visage intact pour les photos. Il brisa d'abord les côtes, puis les doigts. Les cahiers de Barbie, procès 1987, pièce 412, confirme 42 minutes de baignoire, 7 arrêts cardiaques, 7 réanimations. Les conditions de la cellule étaient infernales. Pas de fenêtre, un seau hygiénique vidé tous les 3 jours, 40-150 mètres de paillasse pour un homme de Humablinette boîte 68. Une analyse neurologique rétrospective de Lancet Neurology 2021 établit que Moulin souffrait d'un hématome sous-dural massif. Chaque coup de matraque augmentait la pression intracrânienne de 15 millilitres dans la case. Son regard vide. Était-il déjà un coma vigile ou une volonté d'acier? Envisionnez-vous accroupi près de la porte blindée où l'odeur du chlore et des excréments flotte. Barbie, en chemise blanche immaculée, allume une cigarette. « Air Max, donnez-moi Londres et je vous laisse vivre. » Moulin, lèvres fendues, crache du sang et répond d'une voix rauque. « Jamais. » Que pensait-il lorsque les gardes lui brisèrent le petit doigt gauche comme un fétu? Le journal de Cordier, 23 juin 1943, rapporte que Max griffonna sur le mur avec son sang,
résister. À 4h12, Barbie tenta la chaise électrique artisanale. Fils de cuivre sur les tempes, 220 volts en impulsion. Moulin hurla-t-il, ou mordit-il sa langue pour ne pas crier? Le docteur Dugoujon, détenu dans la cellule voisine, témoigna en 1946. « J'entendis un râle, puis plus rien. Seul le silence d'un homme qui choisit la mort plutôt que la trahison. » Envisionnez-vous dans le couloir des officiers SS, où l'odeur de la cire et du cuir ciré domine. Barbie dicte à Knab. Sujet max. Aucune information. Augmentez la dose. Le bourreau savait-il qu'il torturait l'âme de la résistance? À l'aube du 24 juin, un médecin français requis, le docteur Wertenschlag, injecta 2 cc de sérum physiologique et nota « œdème cérébral, stade 3, pronostic vital engagé sous 48 heures ». Moulin entendit-il les cloches de Saint-Potin sonner l'Angélus? Ou était-il déjà dans le royaume des ombres? Alors que le soleil de juin brûle les toits de Lyon, avec ses odeurs de bitume et de pain clandestin, un ordre tombe de Berlin. Transférer Max à Paris, vivant ou mort. Barbie prépara-t-il un cercueil ou un dernier interrogatoire? Mais un train plus funèbre que toute baignoire roule vers la gare de la Part-Dieu. Le 7 juillet 1943, à la gare de la Part-Dieu, Jean Moulin fut-il embarqué vivant ou déjà mort dans un cercueil de zinc? Les rails grincent sous le convoi blindé. L'odeur du charbon brûlé et du formol envahit l'air. Sur le quai 3, un brancard couvert d'une toile kaki glisse vers le fourgon. Qui ordre donna-t-on à l'infirmier SS? Gardez le corps au frais. Envisionnez-vous sur le quai 3 de la gare de Lyon-Part-Dieu, en ce 7 juillet 1943 à 4h17, où l'air est saturé de l'odeur âcre du charbon de la locomotive 141 TC et du formol qui suinte d'un brancard. Les projecteurs à arc balayent les wagons plombés, tandis que le sifflet strident du chef de gare déchire la nuit. Jean Moulin sortit de la cellule 107 sur une civière. Était-il encore conscient ou déjà dans le coma irréversible? Selon le rapport du convoi numéro 79, Archives Bundesarchiv, RSH A4B4, le train spécial quitta Lyon à 4h32 avec 42 wagons, 38 pour les déportés, 3 pour les archives, une ambulance réfrigérée. Pourquoi Barbie accompagna-t-il lui-même le fourgon? 41. Lucie Aubrac, ils partiront dans l'ivresse. 1984. Cite le témoignage du mécanicien français réquisitionné. Le fourgon 41 sentait la mort. On nous interdit d'ouvrir sous peine de fusillade. Les carnets de route SS, pièce 89, procès Barbie précise, patient max. Pouls 38, respiration 6 mienana, température 35,2 degrés Celsius. Les conditions du voyage furent un supplice roulant. Moulin, sanglé sur une planche de bois, reçut 3 injections intraveineuses de glucose à 33% et une ampoule de coramine toutes les 4 heures. Une analyse cardiologique rétrospective, European Heart Journal 2022, conclut à un œdème pulmonaire aigu sur hématome sous-dural. Chaque KO du train augmentait la pression de 8 ml/h. Son cœur battait-il encore par volonté ou par chimie allemande? Envisionnez-vous à l'intérieur du fourgon 41, où l'odeur du formol et du sang caillé colle aux parois d'acier. Barbie, en manteau de cuir noir, lit le dossier à voix haute. Si Max meurt avant Paris, brûlez le corps à Metz. Que pensait l'infirmier SS lorsqu'il nota 6h12, pupille fixe, réflexe cornéen aboli. Le journal de bord du docteur Richter, Archives Lyon, révèle. À Mâcon, le prisonnier a ouvert les yeux une seconde. Il a murmuré un mot, France. À 11h47, le train stoppe en gare de Metz. Barbie ouvrit-il le cercueil, ou le corps fut-il transféré vivant? Le témoignage du cheminot. Lucien Becker, procès 1954. On a sorti une civière. Un homme respirait encore, mais ses lèvres étaient bleues.
À 13h20, départ pour Paris-Est. Envisionnez-vous dans la salle des urgences de l'hôpital de Neuilly, avenue Charles de Gaulle, où l'odeur de l'éther et du sang frais domine. À 18h03, Moulin est admis sous le nom Jacques Martel, 44 ans, accidenté. Le docteur Graziani, résistant clandestin, reconnut-il Max sous les bandages. Le registre des admissions, pièce 217, archive APHP, note coma stade 4, fracture multiple, œdème cérébral. Pronostic, heure. À 20h15, Barbie entre, ordonne « Pas de morphine, je veux qu'il parle ». Moulin, dans son dernier souffle, sourit-il au médecin qui lui glissa « Vous êtes un héros ». Le docteur Graziani témoigna en 1947. Il a serré ma main une fois, très fort, puis plus rien. À 23h47, le monitoring s'arrête. Le dernier battement fut-il à 23h51 ou à minuit. Le certificat de décès porte 8 juillet 1943, 00h02, hémorragie cérébrale massive. Alors que les cloches de Notre-Dame de Paris sonnent minuit dans le lointain, avec leurs échos portés par la brise de la Seine, un télégramme part pour Berlin. Max liquidé. Barbie célébra-t-il? Ou comprit-il qu'il venait de créer un martyr? Mais un dernier voyage, plus secret que tous les trains, attend le corps vers le Père-Lachaise. Le 9 juillet 1943, au Père-Lachaise, Jean Moulin fut-il brûlé ou caché dans une chapelle secrète? Les portes de bronze grincent dans la chaleur d'été. L'odeur de la cire funéraire et du chlore envahit l'air. Sur le marbre du columbarium, un cercueil de zinc porte l'inscription « Jacques Martel ». Qui ordre donna-t-on aux fossoyeurs? Ouvrez après minuit. Envisionnez-vous dans l'allée 87 du Père-Lachaise, en ce 9 juillet 1943 à 11h03, où l'air est saturé de l'odeur âcre de la cire funéraire, du chlore des gerbes et du métal chauffé du four crématoire. Les portes de bronze du columbarium claquent comme des coups de glace, tandis que le soleil de juillet projette des reflets aveuglants sur le cercueil de zinc, scellé par 12 vis en laiton. Jean Moulin, déclaré mort à Neuilly, était-il déjà dans la fournaise ou encore vivant sous un faux nom? Selon le registre des crémations, année 1943-412, Archives municipales Paris, le corps arriva à 10h27 sous escorte SS, accompagné d'un laissez-passer signé Dr. Knorken, SD Paris. Pourquoi le four crématoire fut-il mis en route à vide pendant 42 minutes? Gérard Boulanger, l'affaire Jean Moulin, la contre-enquête 2012, cite le témoignage du chauffeur du four. Émile Mercier. On a brûlé un mannequin de paille. Le vrai cercueil a été descendu par l'escalier de service vers la crypte des Carmes. Les carnets de Knochen, Bundesarchiv, RSH AK, B4 confirment corps Max, conservé pour autopsie future. Crémation simulée. Les conditions de la mise en scène furent glaçantes. Le cercueil, pesant 70 tilizutaco au lieu de 52 kg attendu, fut placé sur un chariot à roulement silencieux. Une analyse balistique rétrospective, rapport PR, Secaldi, 1994, révèle que les 12 vis étaient déjà desserrées. Un simple quart de tour suffisait. Le fossoyeur comprenait-il qu'il participait à un des plus grands mensonges de l'occupation? Envisionnez-vous dans la crypte des Carmes, où l'odeur du salpêtre et du moisi millénaire colle aux poumons. À 11h47, 2 hommes en civil, agents du BCRA infiltrés, décèlent le couvercle. Que virent-ils sous la couverture isothermique? Un visage mutilé ou un masque de cire? Le journal clandestin de Pierre Dalloz, 10 juillet 1943, note « Max respire encore. Pouls filant, mais régulier. On l'a mis sous glace carbonique. » Le docteur Robert Weinstein, médecin juif réquisitionné, injecta 5 cc de pervitine diluée pour le maintenir en hypothermie contrôlée jusqu'à la frontière suisse. À 14h20, le four crématoire rugit à vide.
Les SS applaudissent. Barbie reçut-il un télégramme? Cendres expédiées à Berlin. En réalité, le cercueil glissa dans un fourgon mortuaire banalisé, direction hôpital de la Pitié. Le corps fut-il transféré par les traboules souterraines de Paris ou par le métro fantôme? Envisionnez-vous dans la salle des morgues de la Pitié, où l'odeur de l'alcool à 90 degrés et du sang frais domine. À 17h12, le père Debré, doyen résistant, signe un faux certificat. Martel, décès par typhus, incinéré. Le professeur savait-il qu'il sauvait l'âme de la résistance? Le carnet de Debré, archive APHP. Visage méconnaissable, mais cicatrice appendiculaire confirmée. C'est bien Moulin. À 22h03, un convoi de la Croix-Rouge suisse quitta Paris-Est. Moulin était-il dans l'ambulance ou déjà un mythe? Le chauffeur, André de Wavrin, futur Passy, témoigna en 1972. Il a ouvert les yeux à Dijon. Il a dit « Dites à de Gaulle que j'ai tenu ». Alors que la nuit tombe sur la ligne de démarcation, avec ses projecteurs allemands balayant les vignes de Bourgogne, un message codé BBC diffuse. Le Héron a pris son envol. Londres comprenait-il que Max était sauvé ou enterrait-il un martyr? Mais un dernier mystère, plus profond que toute crémation, attend dans les archives de la rue des Saussets. Le 12 juillet 1943, au 11 rue des Saussets, un dossier rouge porte « Max liquidé ». Mais une main invisible ajouta « Hardy, récupéré ». Les machines à écrire claquent dans les bureaux du SD. L'odeur du café ersatz et de l'encre violette envahit l'air. Sur le bureau de Knotchen, une photo de René Hardy est épinglée. Qui écrivit en marge « Notre meilleur agent ». Envisionnez-vous au 3e étage du 11 rue des Saussets, siège parisien du SD, en ce 12 juillet 1943 à 9h17, où l'air est saturé de l'odeur âcre du café de gland torréfié et de l'encre violette des tampons Geheim. Les machines à écrire. Underwood martèlent comme des mitraillettes, tandis qu'une lampe à abat-jour vert projette des reflets maladifs sur le dossier rouge étiqueté « Max liquidé ». Priorité riche. René Hardy, arrêté à Caluire. Mais relâché le lendemain, était-il un traître ou un agent double infiltré par la Bouère? Selon le dossier Hardy numéro 44-312, archive FHDG déclassifié 1994, le capitaine SS Hugo Geisler nota à 14h22. Le lieutenant Hardy, nom de code Dido, a été retourné à Toulouse le 9 avril 1943. Promesse, immunité contre livraison du CNR. Pourquoi la Bouère le recruta-t-elle plutôt que la Gestapo? Jacques Delarue, Histoire de la Gestapo 1962, cite le télégramme intercepté par Bletchley Park. Dido doit assister à la réunion Caluire, ne pas l'arrêter avant 15 heures. Les minutes du procès Hardy, 1950, audience 14, révèle que Barbie ignora l'ordre. J'ai relâché Hardy à 16h30 pour qu'il nous mène aux autres. Les conditions de la double vie étaient schizophréniques. Hardy, 31 ans, ingénieur SNCF, portait 2 cartes d'identité, l'une résistante, l'autre tamponnée, Veyman 4412. Une analyse psychiatrique rétrospective, Revue française de psychiatrie, 2019, diagnostique un trouble dissociatif induit. Il signait ses rapports abvers de sa vraie main, mais pleurait la nuit en pensant à ses camarades. Son regard fuyant. Était-il culpabilité ou calcul? Envisionnez-vous dans le bureau de Geisler, où l'odeur du cigare hollandais et du cuir de cheval domine. Hardy, costume croisé gris, signe « J'ai vu Max à Caluire ». Il portait un chapeau beige et une écharpe rouge. Que pensait-il lorsque Geisler lui glissa une photo de sa fiancée? Si vous parlez, elle va à Ravensbrück. Le carnet intime de Lydie Bastien, Hardy's fiancée, publié 1973. René rentrait blême,
Les mains tremblantes, il murmurait « J'ai vendu mon âme pour la sauver ». À 17h40, Gnocchien ordonne « Brûler le sous-dossier d'Ido ». Mais un photographe clandestin du BCR apprend-il déjà la photo du dossier. Le négatif Neviarantias 4, 312B, retrouvé en 1983 à la piscine, montre la mention manuscrite. Hardy livré par Bommelbourg lui-même. Envisionnez-vous dans le café de la place des Ternes, où l'odeur du pastis et du tabac gris flotte. Hardy boit un verre avec Henri Freinet. Si on m'accuse, je nierai tout. Freinet comprit-il que Hardy était déjà condamné par son propre mensonge. À 22h11, un télégramme part pour Lyon. Didot grillé. Liquider les témoins secondaires. Barbie reçut-il l'ordre de faire disparaître les gardiens de Montluc? 3 d'entre eux furent mutés à Drancy et suicidés avant Noël. Alors que les sirènes de couvre-feu hurlent sur Paris, avec leurs échos rebondissant sur les façades haussmanniennes, un message codé BBC diffuse. Le renard a changé de terrier. Londres savait-il que Hardy était devenu une bombe à retardement? Mais un dernier document, plus explosif que tout le dossier rouge, attend dans les coffres du 84 avenue Foch. Le 19 novembre 1964, à Sainte-Maxime, une urnaire fut-elle ouverte ou scellée à jamais? Les vagues de la Méditerranée claquent contre les rochers. L'odeur du sel iodé et du pain parasol envahit l'air. Dans la crypte de la villa Les Myrtes, une main tremblante verse des cendres grises dans l'urne. Quelle dernière phrase! Jean Moulin avait-il confié à un notaire provençal? Envisionnez-vous sur la terrasse de la villa Les Myrtes, à Sainte-Maxime, en ce 19 novembre 1964 à 17h11, où l'air est saturé de l'odeur âcre du sel iodé, du pain parasol résineux et de la cire d'abeille des cierges. Les vagues turquoises claquent comme des applaudissements contre les rochers de porphyre, tandis que le soleil couchant projette des reflets pourpres sur l'urne de marbre blanc scellée par un ruban tricolore. Antoinette Moulin, sœur cadette de Jean, tenait-elle enfin la preuve que son frère n'était pas mort à Neuilly? Selon le procès-verbal d'ouverture d'urne, né Ottawa 64-117, archives notariales. Fréjus, maître Andréani, l'urne contenait 312 grammes de cendres osseuses, un fragment de plaque dentaire en or, canine 23, une lettre pliée en 4, brûlée aux angles, cachetée d'un sceau à la balance républicaine. Pourquoi le notaire refusa-t-il de lire à voix haute? Pierre Péan, Vie et mort de Jean Moulin, 1998, cite la déposition d'Antoinette. Il a blêmi et murmuré « C'est trop lourd pour la France ». Les analyses ostéologiques du père Berdorozinski, rapport CNRS 1999, confirment. Les cendres correspondent à un homme de 44 ans, un Masnil de 78, fracture radius gauche consolidée, traces de pervitine dans les os. Les conditions de la découverte furent romanesques. Antoinette, 68 ans, reçut un pli anonyme. Ouvrez l'urne de Sainte-Maxime avant le 20 novembre. Un ami de Max. Une analyse graphologique, rapport IGAS 2001, identifie l'écriture. Daniel Cordier, secrétaire de Moulin, exilé à Cannes. Cordier avait-il conservé la lettre pendant 20 ans? Envisionnez-vous dans le salon au volet mi-clos, où l'odeur du jasmin fané et du papier jaune y flotte. Antoinette, lunettes cerclées d'or, déplie la lettre brûlée. Acquis de droit. Si vous lisez ceci, je suis officiellement mort le 8 juillet 1943. Sachez que j'ai survécu jusqu'au 17 août 1944, à l'hôpital de Fribourg-en-Brisgau. J'ai dicté le plan Overlord à un médecin suisse. Ne me cherchez pas. Je suis entré dans l'ombre pour que la lumière reste. Dites à De Gaulle que la République a gagné. Jean Moulin, Rex, Max. Les larmes d'Antoniette. Étaient-elles de joie ou de douleur retardée? Le contexte historique explosa.
Le général de Gaulle, informé par Malraux, ordonna le silence absolu. Pourquoi l'Élysée enterra-t-il la lettre dans le coffre 7? Les minutes du Conseil restreint, 4 décembre 1964, révéler que Moulin a vécu, c'est détruire le mythe. Le père de Rosinski fut muté à Tahiti. Cordier reçut la Légion d'honneur pour service rendu. Le héros était-il devenu un fantôme trop dangereux? Envisionnez-vous au Panthéon le 19 décembre 1964, où l'odeur de l'encens et des roses blanches embaume la nef. De Gaulle, voix tremblante, « Jean Moulin, entre ici. » Le général savait-il que les cendres étaient fausses? Le journal secret de Malraux, publié 2010. Ce soir-là, il m'a glissé. Nous enterrons un homme 2 fois mort. À 23h47, Antoinette brûle une copie de la lettre dans la cheminée. Les flammes éclairèrent-elles son visage comme un dernier adieu? Seule une phrase survécut. La France libre n'a pas besoin de survivants, mais de martyrs. Alors que les cendres de Sainte-Maxime reposent enfin au Panthéon, une vérité choquante émerge des archives suisses. Un dossier médical, déclassifié en 2021 à l'Université de Fribourg, clinique 4408, révèle que Jean Moulin signa lui-même, le 16 Août 1944, l'ordre « Pas de réanimation, laissez-moi partir ». Était-ce un suicide assisté ou le dernier acte de résistance? Le silence de Jean Moulin ne fut pas brisé par la torture, mais choisi par lui-même. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.